Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour la conférence que nous organisons aujourd'hui autour des collectivités territoriales, de la prévention routière et des nouvelles mobilités. Nous sommes au Salon des maires et des collectivités territoriales, une édition 22 très particulière, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur les collectivités territoriales, acteurs majeurs de la prévention face aux nouvelles mobilités. Alors, je dis face aux nouvelles mobilités, mais nous allons voir que ce n'est pas forcément un danger et qu'il faut l'accompagner. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Anne Lavaux. Anne Lavaux est déléguée générale de l'association Prévention routière, qui organise notamment le label Ville Prudente. Bonjour Anne. Bonjour Claire. Et j'ai également le plaisir de recevoir Thomas Schramm. Thomas, vous êtes directeur entreprise, collectivité et association au sein de Groupama. Oui, bonjour Claire. Nous allons tout de suite revenir sur ce concept de nouvelle mobilité. Les nouvelles mobilités, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de débats sur la trottinette électrique notamment. Mais nous allons voir justement ce que c'est en détail. Thomas, est-ce que tu pourrais nous parler de ces nouveaux usages, de ces nouveaux modes de transport ? Alors, depuis une dizaine d'années, et plus particulièrement depuis 4 ans, nous avons un essor des nouveaux types de mobilité, notamment par le développement de l'électrique. Ces nouvelles mobilités, on les observe par l'apparition notamment des trottinettes électriques, des voitures camions électriques, mais aussi, on le voit maintenant sur nos routes avec nos adolescents qui roulent en voiturettes électriques. Différentes mobilités qui vont de la marche à pied au transport, par le vélo, et puis le gyro. Alors sur le slide que vous pouvez voir, donc effectivement, il y a voiture électrique, voiture hybride, vélo à assistance électrique, mais on voit aussi vélo et marche à pied. Pourquoi ça ? Anne, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de ces usages ? Oui, alors pourquoi ça ? Parce que en fait, ce sujet qui est celui des nouvelles mobilités, ce n'est pas un sujet nouveau. En fait, les communes ont toujours été confrontées à ces évolutions de mobilité et puis à des périodes pendant lesquelles il faut faire cohabiter d'anciennes mobilités, de nouvelles mobilités ou le retour en grâce d'anciennes mobilités, parce qu'on ne va pas faire croire quand même que le vélo est une nouvelle mobilité. Le vélo a été un petit peu chassé à la fois par la voiture et puis aussi dans nos comportements, parce que l'effort que nécessitait le fait de faire du vélo n'était plus forcément de mise. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et on a travaillé avec un historien sur ce sujet, c'est que de tout temps, les communes ont été confrontées à ce changement de mobilité, à cette arrivée de nouvelles mobilités, à un partage de l'espace qui est parfois un petit peu transitoire. Alors pourquoi la marche et pourquoi le vélo ? Parce que la marche, et peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais après la période Covid, la marche s'est imposée comme le mode de déplacement individuel, finalement, le préféré des Français. Donc est-ce qu'on peut parler d'un effet Covid, notamment sur la marche et sur aussi l'augmentation des mobilités individuelles ? Alors, tout à fait. Alors, comme vous m'aviez dit qu'on parlerait de l'effet Covid, je vous ai apporté quelques chiffres parce que l'association Prévention routière s'est vraiment préoccupée du sujet en se disant, mais est-ce qu'en sortant de la période Covid, on va avoir des comportements différents ? D'autant que, vous savez, vous vous souvenez, pendant la période Covid, on a vu des comportements un petit peu débridés sur la route. On a vu des très grands excès de vitesse. En tout cas, ça a été fortement communiqué. Alors nous, on a interrogé les Français. Et quand on a interrogé les Français en juin 2020, donc juin 2020, sortie du premier confinement, les Français ont été 58%, donc c'est massif, à nous dire qu'ils allaient modifier leurs habitudes de mobilité. Et parmi ceux-là, 38% nous ont dit qu'ils allaient utiliser davantage de modes de déplacement individuels. Et 31% nous ont dit qu'on va plutôt délaisser les transports en commun. Donc avant même de parler du vélo, de la marche, de la voiture, etc., c'est vraiment cette séparation entre mode de déplacement individuel et transport collectif qui est mise en avant. Et bien sûr, dans les modes de déplacement individuels, le plus facile à mettre en œuvre, c'est la marche. Il suffit de mettre des chaussures. Et donc, il y a 24% des Français qui nous ont dit « moi, je vais marcher davantage ». Il y en a 15% qui nous ont dit qu'ils allaient davantage prendre leur voiture. Et ça ne nous a pas tellement surpris parce que
Vous savez, pendant la période Covid et pendant au début des déconfinements, finalement, les Français nous ont dit le 6e geste barrière, c'est la voiture. Dans la voiture, je suis un peu comme si j'étais chez moi. Je me sens aussi protégée que quand je suis dans mon domicile. Et puis, il y en a 13% qui nous ont dit qu'ils allaient utiliser davantage le vélo. Alors, je vais aller très vite. En juin 2021, paf, on leur repose la même question. 2e déconfinement, hein, vous vous souvenez, on a tendance à oublier, mais finalement, c'est pas si vieux. Et là, 44% des Français nous disent encore qu'ils ont changé leurs habitudes de déplacement et que ce sera durable. Donc un réel effet Covid, en tout cas dans les usages. Comment est-ce que ça se concrétise, par exemple, sur les chiffres des ventes? Parce qu'on a une perception de ces nouvelles mobilités. On a l'impression, par exemple, de voir des trottinettes électriques partout. Mais est-ce que dans les chiffres des ventes, ça se traduit réellement? Alors, vous voulez que je vous donne quelques chiffres de vente, mais je vais vous les retrouver. Je les ai apportés. Je vous les ai apportés rien que pour vous. Merci beaucoup. Juste que je les retrouve. Thomas, vous ne les avez pas. Vous avez beaucoup de chance. Je pensais les avoir mis là. Voilà, ils sont là. Non, ça c'est la mauvaise image. Alors on va meubler. Hein, alors avant de parler justement de ces chiffres de vente, comme je vous le disais, les trottinettes, on a l'impression de les voir partout, mais vous me parliez d'une jeune fille qui également avait l'impression de voir ces trottinettes partout et qui vous avait interpellé lors de votre déplacement dans une ville de province. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas exactement ça l'anecdote, mais c'est bien qu'on la partage ensemble. Vous qui êtes élu, vous savez qu'il y a certaines communes qui ont des conseils municipaux de jeunes. Et donc récemment, on a remis des prix à certains conseils municipaux de jeunes, dont une commune dont je tairai le nom, mais qui est en Île-de-France. Et là, il y a une jeune fille qui prend la parole et puis qui dit « Oui, on a voulu faire une action sur les trottinettes électriques parce que vraiment, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. » Alors, je lui pose la question, mais est-ce que vous avez une trottinette électrique? Elle me dit non. Et puis, ils étaient venus à 5. Et je pose la même question aux 5. Et pas un avait une trottinette électrique. Donc, en fait, au-delà de la réalité de ces chiffres, qui vous allez le voir parce que j'ai retrouvé les chiffres, sont importants, en réalité, il y a un sentiment, il y a une impression de l'usage des trottinettes électriques qui va au-delà de la réalité des chiffres. Alors pourquoi? Parce que je vois qu'on fait un peu non dans la salle. C'est parce que si on ramène au kilomètre parcouru, souvent les gens en trottinette électrique, ils font des tout petits trajets. Donc en fait, il y a un nombre d'usages qui est très fréquent, mais sur les kilomètres parcourus, ça n'a bien sûr rien à voir ni avec le vélo ni avec la voiture. Alors quelques chiffres sur les ventes. Donc en 2021, on a eu 2 789 000 vélos vendus, soit une progression de 4%. Et parmi ceux-là, il y a 660 000 vélos à assistance électrique. Et là, le vrai boom, c'est vraiment sur les vélos à assistance électrique, puisqu'ils ont progressé de 28%. Et sur les trottinettes électriques, sur le même exercice, 2021, on a eu 908 000 trottinettes électriques vendues avec une progression de 42%. Et il y a fort à parier que sous le sapin, là, dans quelques semaines, il y ait encore beaucoup de trottinettes électriques. On attend tous de voir ce qu'il y a sous votre sapin cette année. Comment est-ce que ça se traduit concrètement en termes d'accidents de la route et en termes de mortalité, Thomas? Par rapport à 2019, la mortalité des cyclistes en mai a quasi quadruplé par rapport aux 2 ans auparavant, dans un contexte de développement des mobilités douces. Selon le bilan 2021 de l'accidentalité routière, un cycliste sur 3 se tue seul, sans choc avec un autre usager. Donc c'est aussi important de le souligner. De son côté, la mortalité des conducteurs de 2 roues motorisés a presque doublé en 3 ans. On passe de 50 décès à 92. Par rapport à mai 2021, on est quasi similaire de 73%. En général, les conducteurs de 2 roues motorisés représentent un mort sur 5. Là, on est sur 1 sur 3. On parlait des trottinettes électriques. Pour les possesseurs de trottinettes électriques, ou non d'ailleurs, les trottinettes classiques, si je puis dire, et puis tout ce qui est gyropode, ce sont les usages de l'espace public les plus exposés aux chutes et aux collisions. D'ailleurs, ces utilisateurs sont d'ailleurs considérés comme responsables d'un accident sur 2 qui est observé ou vécu directement, et en second lieu, les automobilistes. D'accord, merci beaucoup Thomas.
Anne, est-ce qu'à l'avenir, sans présager de l'avenir, est-ce qu'on peut quand même s'attendre à une augmentation de cette mobilité individuelle à la suite de l'effet Covid que vous avez mentionné tout à l'heure? Alors, d'abord, ce que je voudrais, c'est aussi vous donner la perception que les Français ont de ces nouvelles mobilités. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malgré tout, ça reste ce qu'on appelle la part modale, c'est-à-dire justement la part des kilomètres parcourus. Ça reste très faible, hein. C'est-à-dire que le vélo, on a beaucoup parlé du vélo, de l'explosion du vélo, mais le vélo, c'était avant Covid 3% de la part modale, ça veut dire 3% des kilomètres parcourus, et aujourd'hui, on est à 4%. 4%, on a déjà 4% à la sortie du premier confinement, et l'année 2021 et l'année 2022 ne font que conforter en fait ces 4%. Et je vous rappelle quand même qu'on a un plan vélo qui doit nous emmener avec une part modale de 9%. C'est-à-dire que là, il faudrait plus que doubler le dispositif. Or, les Français n'ont pas une très bonne opinion d'un certain nombre de mobilités qu'on appelle douces. Je vais commencer par l'opinion. Vous savez, les instituts d'études, ils considèrent que quand ils notent et qu'on a une bonne opinion, ça veut dire qu'on est au-dessus de 7 sur 10. Eh bien, figurez-vous qu'aucune des mobilités qu'il y a ici ne dépasse la note de 6,5 sur 10. Donc aucune mobilité. Donc les Français, même s'ils sont de plus en plus nombreux à les utiliser, malgré tout, ils ont un frein, ou en tout cas, leur opinion par rapport à ces mobilités ne sont pas formidables. Celui qui s'en tire le mieux, c'est le vélo, avec 6,5 sur 10, mais par exemple la trottinette électrique, elle a 4,6 sur 10. Alors en ce qui concerne ensuite les usages, et ça va vous intéresser pour répondre à votre question, on a 39% des Français qui sont résolument réfractaires aux mobilités dites, aux nouvelles mobilités électriques, on va dire. Il y en a 37% qui attendent de voir. Donc ceux-là, ils sont vraiment attentistes et ils risquent d'attendre assez longtemps. Et on a 23% de Français qui sont utilisateurs. Et donc parmi ces utilisateurs, ce qu'ils utilisent le plus, c'est le vélo à assistance électrique. Hein, les chiffres l'ont bien démontré. Et puis ensuite arrive la trottinette électrique. En bas de tableau, on a le gyro-roue. Il faut dire, le gyro-roue, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, mais alors là, il faut vraiment être très talentueux parce qu'on risque l'entorse assez rapidement. Et puis pour juste finir sur la question concernant le Covid, oui, il y a eu des changements d'habitude par rapport au Covid, mais il y a d'autres changements qui sont à venir. Ce sont des changements et nous, l'association Prévention Routière va travailler au premier semestre 2023 sur ce sujet. Ce n'est pas l'impact des mobilités sur le réchauffement climatique, mais c'est l'inverse. Quels vont être les comportements des Français quand il va falloir s'habituer à vivre des années qui viennent avec le thermomètre qui flambe? Vous savez, on nous dit que l'été 2022 est sans doute l'été le moins chaud du reste de notre vie. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir des pics de canicule, on risque d'avoir un nombre de journées au-dessus de 30 ou 35 degrés très important. Et là, on sait très bien que le premier réflexe, ça va être d'avoir des mobilités qui sont climatisées et on va voir les Français revenir dans leur voiture et ne pas utiliser ces mobilités qui sont des mobilités d'extérieur parce que ce sera très compliqué de marcher ou de faire du vélo à 40 degrés. Merci beaucoup Anne Lavaux. Donc que vous soyez réfractaire, optimiste ou attentiste, les mobilités nouvelles sont là, elles sont là pour durer et il faut accompagner le changement et notamment la réaction des collectivités territoriales. Alors justement Thomas, dans cet environnement, quelles sont les conséquences des collectivités territoriales? Quel rôle les élus locaux ont-ils sur l'organisation de la mobilité dans leur territoire? Alors, les collectivités territoriales et notamment les communes et les EPCI sont au cœur des problématiques de la mobilité. En tant qu'interlocuteur direct des administrés, par tout ce qui est crainte, demande de ces administrés, mais aussi en tant qu'acteur de premier niveau sur l'organisation des mobilités sur le territoire, la réalisation, l'adaptation et l'entretien des équipements, notamment de voirie, et le maintien de la sécurité et de la tranquillité publique. Il y a 3 grandes missions des communes et ou des EPCI. La première, c'est la compétence voirie.
qui va se traduire directement sur la réalisation et l'adaptation matérielle d'équipements permettant d'organiser la circulation publique, comme les voies cyclables, organiser la voie publique pour l'ensemble des modes de transport. La deuxième, c'est la compétence mobilité, qui va structurer les déplacements sur le territoire et articuler les différents modes de transport en adéquation avec les besoins des usagers, travail, loisirs, l'organisation des parcours cibles. Et puis le troisième, c'est les pouvoirs de police du maire et le cas échéant du président de l'EPCI, s'agissant de la réglementation de la circulation et de l'organisation de la sécurité et de la tranquillité publique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les collectivités elles-mêmes disposent de véhicules et peuvent être concernées également par ces nouvelles mobilités, en genre et en agent, et qui sont eux-mêmes des acteurs de ces espaces dans le cadre de leur mission. Merci beaucoup Thomas. Vers une transition vers plus de prévention routière et en tout cas une sécurité routière améliorée, je voulais, Anne, qu'on parle du label Ville Prudente, label qui est décerné et qui a été créé par l'association Prévention Routière. Anne, est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il? Pourquoi a-t-il été créé? Et qu'est-ce qu'il apporte concrètement aux communes justement pour améliorer leur sécurité routière? Alors, vous savez que l'association Prévention Routière a un lien historique avec les maires de France, puisque l'AMF a toujours fait partie de notre conseil d'administration et était même autour du berceau lors de la création de l'association. Avant de créer le label Ville Prudente, on avait un concours qui s'appelait les Écharpes d'Or, que peut-être certains d'entre vous se souviennent. Et ce concours mettait en avant un certain nombre d'initiatives mises en place par les maires. Et puis, les élus nous ont dit, c'est très bien ce concours, mais finalement, on ne sait pas comment communiquer auprès de nos administrés le fait qu'on agit au niveau de la prévention routière. Et donc l'idée a germé à l'association de créer un label, un peu à l'image de Ville Fleurie. Vous savez, c'est un label qui permet en entrée de ville finalement de savoir sur quel type de territoire on rentre. Et du coup, Ville Fleurie, on regarde un petit peu où sont les fleurs, comment ça se passe, etc. Et on s'est dit on va faire la même chose avec le label Ville Prudente. Aujourd'hui, donc, les premiers labellisés ont été récompensés en 2018 et dès 2018, Groupama a été à nos côtés pour ce projet. Ils nous ont soutenus dès le démarrage. Ils ont cru que ce projet était un bon projet et j'espère qu'ils ne sont pas déçus 5 ans plus tard. Pas du tout. Et donc, à aujourd'hui, on a 383 villes qui sont labellisées. Les 95 dernières villes labellisées le sont depuis hier, puisque au congrès de l'AMF... Félicitations aux 95 villes. Absolument, on peut les féliciter. Hier, on a pu remettre les diplômes et les communes recevront leurs panneaux dans les semaines qui viennent. Ces 383 communes couvrent 5 400 000 Français. Donc de plus en plus de Français vivent maintenant dans des territoires qui sont labellisés ville et village prudent d'ailleurs, parce que le label se décline en village prudent. Et donc, c'est assez simple pour rejoindre cette communauté qui est très sélective d'ailleurs, parce que 383 communes, mais on a eu plus de 1500 candidatures. Donc, on fait très attention de manière à ce que ce label, la valeur de ce label soit vraiment reconnue par tous et sur le territoire. Donc les communes doivent remplir un questionnaire. Le questionnaire a été pensé résolument simple, de manière à ce que, quelle que soit la taille de la commune, vous voyez par exemple hier, la plus petite commune, il y avait 118 habitants, et puis la plus grande commune, il y avait 250 000 habitants, puisque c'était Bordeaux. Donc on a vraiment des tailles de communes différentes, mais ils répondent tous au même questionnaire, qui est structuré en 20 questions, et qui aborde non seulement les questions d'infrastructure, les questions d'action, de prévention, mais également la manière dont les communes se renseignent sur leurs données d'accidentalité. Et puis, comme l'a dit Thomas aussi, les communes sont des employeurs, les communes ont des collaborateurs et les fonctionnaires territoriaux sont un élément très essentiel dans le dispositif de prévention et de sécurité routière. Donc, c'est ces communautés que l'on rejoint quand on candidate. La candidature se fait tout simplement sur le site qui s'appelle villeprudente.fr. C'est vraiment très simple. On répond au questionnaire. Si on a au-dessus de 50 points, on est contacté par l'association
qui propose à la commune de finalement rejoindre la communauté des communes labellisées. Et puis à partir de ce moment-là, on est très aidé, on a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de dispositifs sur le site internet. Et surtout, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, si certains ont des questions, on est là pour y répondre, mais on a surtout un outil qui est vraiment un outil majeur pour la plupart des communes, en tout cas les témoignages qu'on a eus, c'est que toutes les données d'accidentalité depuis 2005 sont réunies dans un seul outil, qui est un outil très visuel, ce qu'on appelle un dashboard aujourd'hui. En fait, c'est un tableau de bord et qui permet d'avoir tout le détail de l'accidentalité de la commune. Toutes les communes sont concernées, les 35 600 communes sont concernées. Et donc, les élus sont vraiment très contents d'avoir cet outil à partager avec leurs administrés et aussi avec les membres du conseil municipal. Donc, dans cette démarche d'inscription, il y a aussi le fait pour les communes de réfléchir à l'accidentalité, de voir, de faire un autodiagnostic et de voir comment est-ce qu'elles pourraient améliorer leur prévention routière. Je voulais savoir, est-ce que c'est comme les étoiles Michelin? Est-ce qu'on peut perdre le label Ville Prudente? Est-ce qu'il y a déjà des villes qui l'ont perdu? Il n'y a aucune ville qui a perdu, puisque en fait, les villes, quand elles ont fait la démarche, elles sont labellisées pour 3 ans. Elles peuvent à tout moment recandidater pour espérer avoir... vous voyez, vous avez vu sur le petit leaflet, c'est des petits cœurs hein, sur le panneau. Elles peuvent recandidater pour avoir un cœur supplémentaire. Donc on a beaucoup de communes qui recandidatent pour un cœur supplémentaire. On a peu de communes qui recandidatent pour un cœur en dessous. Vous voyez, hein, il y a quand même une logique dans tout ça. Et puis celles qui estiment, mais c'est rarement le cas, hein, parce que quand on est engagé dans une dynamique, et je pense qu'il y a des élus parmi vous et qui ne me contrediraient pas, quand on est engagé dans une dynamique par rapport à la prévention du risque routier, on ne s'arrête pas, on ne fait pas machine arrière. On voit le bénéfice qui est celui des administrés, qui est celui de la communauté, et au contraire, si j'ose dire, on appuie un peu sur le champignon, on va plus vite. On va plus vite et on y va ensemble. Thomas, je voulais savoir pourquoi Groupama soutient ce label Ville Prudente 2018. Alors, Groupama, en tant qu'assureur des particuliers, des professionnels et des collectivités, est présent, sollicité à tout niveau. Hein. Tout d'abord, sur le côté usager, les particuliers, professionnels, collectivités, il est nécessaire de mettre en place des solutions d'assurance pour différents types de véhicules, de modes de transport et d'usage qui évoluent avec le temps. Donc là, on a une nécessité de s'adapter dans ces évolutions. Puis on a aussi le côté des collectivités. Il s'agit aussi de couvrir les responsabilités éventuelles sur les défauts d'organisation, les problématiques de matériel à la source de l'accident, de couvrir le cas échéant les responsabilités personnelles des élus et bien sûr couvrir les dommages matériels aux équipements et aux équipements de voirie. Pour autant, la réponse assurance, même si elle est importante, est parfois obligatoire et ne peut résider que sur la mise en place de garanties pour indemniser les victimes ou les dommages. La prévention, c'est un levier essentiel. Groupama soutient Ville Prudente depuis sa création, qui participe activement à l'apaisement de la circulation et donc à la baisse de l'accidentologie. Pour nous, il nous paraissait indispensable en tant qu'acteur mutualiste et de proximité d'être présent auprès de ce label. Effectivement, quand on écoute Thomas et Anne, ça paraît une évidence. Anne, donc vous êtes déléguée générale de l'association Prévention routière. En dehors du label Ville Prudente, est-ce que vous pouvez nous parler des actions de prévention qui sont proposées aux communes par votre association? Alors, l'association Prévention routière existe depuis 1949 et effectivement, depuis cette époque, on est aux côtés des élus. Les élus ont énormément de compétences qu'elles doivent exercer. Elles ont par exemple celle de l'école primaire. Et vous savez qu'il y a toute une partie du continuum éducatif d'éducation routière qui commence dès le plus jeune âge. Et donc bien évidemment, on est aux côtés des communes pour les accompagner, y compris aujourd'hui dans le fameux savoir rouler à vélo qui doit être mis en place. Et puis, à l'autre bout de la vie, peut-être, on est aussi très présent avec les communes dans les actions qu'on peut mener auprès des seniors. Pour notre association, c'est très important de penser aux seniors. Le maintien de la mobilité, le maintien de l'autonomie dans les déplacements, c'est quelque chose qui est essentiel. Notre association est contre
le principe d'une visite médicale pour les seniors, parce que l'accidentalité aujourd'hui ne démontre pas qu'il y a une surreprésentation des seniors dans les conducteurs responsables d'accidents. En revanche, les seniors eux-mêmes nous disent on a besoin d'être rassurés dans notre mobilité, par exemple en tant que piéton. On a besoin d'être rassurés dans notre mobilité, même aujourd'hui en tant que cycliste. Et donc, on préfère faire en sorte d'accompagner les seniors dans un maintien de leur mobilité et dans une approche plutôt multimodale, plutôt que d'avoir ce couperet qui n'est pas dans la stratégie de l'association. Donc une présence auprès des écoles, auprès des seniors. Vous êtes également présent auprès des entreprises ? Alors, des entreprises, et puis également, je le disais tout à l'heure, hein, les communes sont des employeurs. C'est très important que ce soit une entreprise ou que ce soit une collectivité territoriale, que les employés soient non seulement sensibilisés, mais aussi soient des exemples dans leur communauté et sur leur métier. Donc, on est également à leur côté. Et puis, on est aux côtés de chacun d'entre vous parce qu'on fait des campagnes grand public. Là, par exemple, les fêtes de fin d'année vont arriver et ça fait de nombreuses années que l'association Prévention Routière distribue des éthylotests et fait une petite campagne de prévention en disant bon ben voilà, ce soir-là, c'est pas une fête surprise, hein, le 31 décembre. Tout le monde sait qu'on va faire la fête et qu'éventuellement on va fêter la fin d'année en buvant un petit peu de vin et de champagne. Nous, on dit allez-y, faites la fête, mais anticipez votre retour de fête. Soit vous prévoyez de dormir sur place, soit vous avez un SAM, capitaine de soirée, vous savez, celui qui ne boit pas et qui ramène tout le monde, soit vous avez l'éthylotest qui vous permet de vous tester et de savoir si oui ou non vous pouvez prendre le volant. Alors cette année, vous savez quoi demander pour la nouvelle année. Évidemment, une nouvelle année avec une prévention routière au maximum. Juste avant de revenir vers Thomas, Anne, en quoi la commune est le territoire idéal pour mener ces actions de prévention routière et pour améliorer la sécurité routière? Alors merci Claire, parce que c'est vraiment une question essentielle pour nous. On a interrogé les Français en leur demandant est-ce que vous pensez que 0 tué sur les routes, c'est possible? Donc là, ils nous ont dit qu'on était des doux rêveurs et que ça n'arriverait jamais. Et puis on leur a posé la question, est-ce que vous pensez que dans votre commune, 0 tué, c'est possible? Et là, on a plus de 40% des Français qui nous ont dit « Ah oui, dans ma commune, c'est possible ». Donc, au même titre qu'ils attendent beaucoup de choses de leurs élus de proximité, en ce qui concerne la prévention et la sécurité routière, ils sont convaincus que le pouvoir d'action, il est là. Il est sur la granularité de la commune. Et vraiment, le label Ville Prudente, il est là pour valoriser une dynamique, pour valoriser les actions que les élus mettent en place. Et juste pour finir là-dessus, hier, on a remis les labels, comme je le disais tout à l'heure, et on a eu beaucoup de témoignages de maires qui nous ont dit, mais en fait, le questionnaire que vous avez fait, il nous permet de réaliser combien on fait de choses sur le sujet. Alors que c'est vrai que c'est un peu éparpillé. Quand on est dans une commune de taille moyenne ou un peu grande, va y avoir les infrastructures qui vont être d'un côté, on va avoir la sensibilisation qui va être d'un autre côté, on va avoir les affaires sociales de l'autre côté, etc. Et ce questionnaire permet vraiment de rassembler tout ça et de se rendre compte que la dynamique de prévention du risque routier, elle est là dans les communes. Merci beaucoup, Anne. Les Français en attendent beaucoup de leur commune, mais ils en attendent pas moins de la part de leurs assureurs. Thomas, je voulais savoir ce que Groupama propose pour accompagner les collectivités territoriales dans la prévention routière et également les individuels. Alors, sur les solutions de prévention, on a plusieurs approches. On a les approches par le 10 de conduite rurale, où on accompagne là, nos jeunes conducteurs dans des stages de conduite post-permis. On a également une cellule d'innovation au sein du groupe qui est là aussi pour accompagner au développement de ces nouvelles mobilités. Là, on a décidé d'accompagner une jeune start-up qui s'appelle Metacar, qui a pour objectif de développer en fait on va dire un mode de type Autolib pour les trajets très courts, domicile-gare, domicile-travail, qui sont des trajets hyper courts à moins de 2 km, pour accompagner justement par ces nouvelles mobilités les usagers. Mais on a également donc des centres Centaure, ces centres Centaure qui sont des vrais
des vrais accompagnateurs, mais aussi pour mettre en évidence pour les particuliers, mais aussi les salariés des entreprises et puis même les collectivités, accompagner leurs agents justement sur la dangerosité de la route. Quels sont les bons gestes à avoir lorsque l'on roule lorsqu'on fait de l'aquaplaning, quand on est sur des routes givrées, quand on a un piéton qui traverse devant nous au dernier moment, quels sont les bons gestes de conduite à avoir? Et comment est-ce qu'on peut justement avoir droit à un stage, demander à faire un stage Centaure? Ces stages Centaure, vous pouvez directement vous y inscrire via le site Centaure, en vous rapprochant de votre site régional, mais aussi par votre conseiller Groupama qui pourra vous accompagner également pour la mise en route de cette inscription. Merci beaucoup pour ces innombrables initiatives à la fois de l'association Ville Prudente et de Groupama. Je voulais passer la parole à la salle. Je suppose que vous devez forcément avoir des questions puisque ce sont des problématiques passionnantes. Et je vais passer la parole à monsieur. On ne vous entend pas encore. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Amaury de la société VIATX. Vous avez parlé donc, du coup de 1/3 de cyclistes qui meurent sans collision. Malheureusement, il faut évidemment prévenir pour la sécurité routière, etc. Mais nous qui sommes axés sur le diagnostic de voirie, on a une vraie croyance que la mobilité douce passe avant tout par des infrastructures bonnes pour développer ces mobilités. Quelle est la réponse justement de Ville Prudente là-dessus? Est-ce que dans le label, il y a un secteur diagnostic de voirie, un secteur état de la voirie qui est primordial, surtout pour les roues, je ne sais plus comment on appelle ces roues qui avancent toutes seules, etc. Mais effectivement, je pense que c'est un sujet primordial pour la sécurité de la voirie, pour répondre à ces gens qui se tuent tout seuls, en fait qui ne se tuent pas tout seuls, mais qui se tuent à cause de l'environnement et non pas les autres usagers. Merci beaucoup. Alors dans le questionnaire, comme je le disais tout à l'heure, ramassé en 20 questions, il y a 4 catégories. Dans les 4 catégories, il y a une catégorie infrastructure. Et dans les infrastructures, donc on est davantage sur du déclaratif. Notre association reste une association. On ne fait absolument aucun audit, aucun diagnostic. On n'est pas le CEREMA. On ne vient pas donner des conseils. En revanche, on demande à la commune si, par exemple, sur son territoire, elle gère rapidement les nids de poules, les gravillons, etc., de manière à ce que la circulation soit la plus fluide possible pour tous les modes de déplacement. Donc c'est pris en compte, mais c'est pris en compte plutôt dans la réactivité qui va être celle de la commune par rapport à des remontées qui peuvent être celles de ses administrés, plutôt que comme un audit qui permettrait de dire voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je me permets de rebondir sur votre question pour dire que on a vraiment pensé ce label Ville Prudente et cette communauté de Ville Prudente comme étant plutôt une communauté d'échange de bonnes pratiques. Très régulièrement, on organise des webinaires qui sont organisés entre plusieurs communes déjà labellisées, soit pour présenter le label à des communes qui ne le seraient pas encore, soit pour échanger entre elles sur des bonnes pratiques qu'elles ont mis en place. Et c'est plutôt, vous voyez, dans ces échanges qu'on va essayer de déterminer quelles peuvent être les bonnes pratiques qu'on peut diffuser, plutôt que d'être dans du conseil, parce que ça n'est pas du tout notre métier. On reste une association, on est une ONG, donc on est une association qui fait appel à la générosité du public. On a des bénévoles qui vont effectivement sur place, mais qui font une visite, ce qu'on appelle de conformité par rapport au questionnaire, et en aucun cas, on ne donne de conseils. Mais oui, pour répondre à votre question, il y a un des items, il y a une des questions qui repose sur la capacité de la commune à réagir rapidement. Est-ce qu'il y aurait une autre question de la salle? Oui, madame. Bonjour. Alors moi, j'avais une question. Quand on est une commune, est-ce qu'il existe des assurances pour des flottes de trottinettes électriques?
Alors, ce sujet de ces nouvelles mobilités, hein, effectivement, le sujet assurantiel est un vrai sujet. Hein. Ces nouvelles mobilités, effectivement, ont besoin de réponses assurance. Après, aujourd'hui, une personne qui dispose aujourd'hui d'une trottinette électrique se doit d'être assurée pour son déplacement via sa trottinette électrique, hein, effectivement. Après, sur les flottes en elles-mêmes, sur les flottes aujourd'hui qu'on peut trouver type Uber, ce type de choses, Limon, aujourd'hui, effectivement, elle s'assure aujourd'hui effectivement sur ce volet. Et en tant que particulier, est-ce que j'ai besoin d'une assurance spécifique ? Oui, il y a besoin de vous assurer et c'est nécessaire et c'est obligatoire. Là, c'est pas une option. Hein. Vous êtes usager de la route, vous êtes présent sur la route, vous pouvez causer des dommages à des tiers, mais aussi des dommages à du mobilier urbain et à d'autres. Donc là, effectivement, il faut vous assurer. Oui, Thomas, c'est une question qui est intéressante parce que nous, on a le retour d'usagers qui nous disent « Mais moi, avec ma trottinette, avant, je n'avais pas besoin de m'assurer parce qu'il paraît que ma multirisque habitation, ça marchait. » Alors donc, ça ne marche plus du tout, ça, il faut leur redire. Exactement. Et là, je pense que les médias font bien leur travail en ce moment, justement, pour rappeler cette obligation de couverture RC, effectivement, sur ces usages. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle ? Moi, plus qu'une question, je voulais juste savoir, il y avait une information qui n'est peut-être pas passée, c'est pour les communes qui voudraient s'inscrire au label Ville Prudente, quand seront ouvertes les inscriptions? Est-ce qu'on peut s'inscrire tout le temps? Voilà. Ah oui, vous avez raison, parce que j'ai dit qu'effectivement, on avait remis les labels hier dans l'enceinte du congrès des maires. Mais oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire. Donc, l'adresse d'inscription, c'est l'adresse du site. Hein, c'est donc villeprudente.fr. Et en fait, on n'arrête jamais de pouvoir s'inscrire. On peut s'inscrire sans cesse. Il n'y a pas vraiment de démarrage de campagne, de fin de campagne. Il y a bien sûr une fin, puisque tous les ans, on est accueilli par l'AMF au sein du congrès pour remettre nos labels. Mais il n'y a pas de problème, l'inscription est ouverte en permanence. Oui, monsieur, vous aviez une question. Oui, désolé, je monopolise un peu la parole. C'était simplement pour recomprendre bien comment ça fonctionnait. Vous avez dit qu'on n'était pas déclassé, mais quand on reçoit du coup le label Ville Prudente, c'est pour 3 ans. Et ensuite, au bout de 3 ans, on doit se réinscrire, c'est ça? Alors, on peut même se réinscrire au bout d'1 an ou 2 si on considère qu'on a progressé dans sa démarche de sécurité et de prévention routière, dans l'espoir d'obtenir 1 ou 2 cœurs supplémentaires. Oui, il y a une graduation dans le label. Hein. Pour ceux qui connaissent Villefleury, c'est la même chose. On peut avoir de 1 à 5 cœurs. Aujourd'hui, on a seulement 3 villes qui ont 5 cœurs. On en a eu une hier, c'est Cazoul-les-Béziers. Et les 2 autres villes, c'est Lorient et Gif-sur-Yvette. Et donc, ce sont 3 villes qui, elles, ont obtenu la labellisation la plus importante. Comme je le disais hier un petit peu sur le ton de la plaisanterie, je disais à Cazoul-les-Béziers, écoutez, faites ce que vous voulez, continuez, peut-être qu'on inventera le 6e cœur, si vous nous démontrez que c'est possible de faire encore davantage. Mais on est vraiment, et votre question, elle relance un peu cette idée, on est vraiment dans l'idée d'une dynamique qui est lancée. On ne labellise pas des communes où il n'y a pas de tués. On ne labellise pas des communes où il n'y a pas d'accident. On labellise des communes qui ont une intention, qui ont une démarche, qui est vraiment une démarche dynamique de prévention du risque routier. Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle ? Eh bien, je vous remercie vivement pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Et je tenais à remercier également Anne Lavaux, qui est donc déléguée générale de l'association Prévention routière, et Thomas Schramm, le directeur métier, entreprise, collectivité et association, pour leur participation. À très bientôt.